Bon, on va pas se mentir, ça a beau être l'été, quand on développe son activité, on a du mal à décrocher totalement. Je sais pas vous, mais moi c'est comme si mon cerveau fonctionnait en back-office, j'ai toujours une idée qui me trotte dans la tête. Ce que je remarque, c'est que c'est souvent l'été que je prends les plus grosses décisions pour ma boîte. Et si ça marche comme ça pour moi, je me dis que c'est la même chose pour vous. Alors pour vous filer un petit coup de main, je me suis dit que j'allais vous apporter une dose d'inspiration entre deux ploufs dans la piscine. Du coup, je vous ai créé une playlist d'épisodes personnalisés en fonction de où vous en êtes dans votre boîte. En gros, vous répondez à juste 4 questions, c'est-à-dire littéralement 20 secondes, et je vous envoie une playlist sur Spotify à écouter les pieds dans le sable et un Virgin Mojito à la main. Je vous laisse répondre au quiz sur lepodcastdumarketing.com/playlist et on se retrouve pour vos épisodes personnalisés. Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 167. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. On a déjà toutes rêvé d'avoir un budget de plusieurs millions d'euros à disposition pour pouvoir faire ce qu'on veut en marketing. Un site de dingue, des campagnes digitales folles, des affiches dans le métro et pourquoi pas des passages télé. Mais la réalité, c'est que l'argent, ça court pas les rues. Si vous avez un budget marketing, vous avez déjà de la chance. Quoi qu'il en soit, il n'est pas extensible. Et bien, imaginez ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui a justement un budget marketing de plusieurs millions d'euros et qui, du jour au lendemain, se retrouve avec un budget proche de zéro. C'est ce qui s'est passé pour mon invité Patrice Barbezier, qui est passé de beaux postes chez Samsung et Sony et qui arrive en 2018 chez Partout. À l'époque, Partout, c'est 25 personnes et pas de budget marketing. Pas de problème, Patrice se relève les manches et construit une stratégie marketing ultra efficace pour pas un rond. 4 ans plus tard, Partout, c'est 350 collaborateurs et des clients à l'international. Alors évidemment, j'ai voulu connaître sa recette. Comment on fait pour faire exploser sa boîte sans budget marketing? Quelles sont les stratégies qui ne coûtent rien mais qui rapportent gros? Préparez votre carnet de notes, les conseils vont fuser. Je vous propose d'accueillir tout de suite Patrice Barbezier. Bonjour Patrice et bienvenue sur le podcast du marketing. Salut Estelle. Écoute, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui sur le podcast. On va parler d'un sujet qui intéresse, je dirais, à peu près tout le monde. C'est comment est-ce qu'on fait pour faire du marketing quand on n'a pas de budget? Parce que malheureusement, ça arrive quand même assez souvent. C'est ça. Ouais. Et toi, tu l'as vécu pour le coup, tu l'as bien vécu, tu vas nous en parler, mais en 2 mots, tu es arrivé dans une start-up qui s'appelle Partout, au tout début de la start-up et tu as monté tout le service marketing, et tu t'es posé toutes les questions que tout le monde s'est posées sur comment je fais pour me rendre visible, trouver des clients et faire en sorte qu'on veuille travailler avec moi sans avoir de budget. Et tu as des idées qui sont, je trouve, super, super malines. Donc, je voulais qu'on en parle ensemble aujourd'hui. Je suis sûre que ça va intéresser plein, plein de monde. Ça marche. Avant, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Patrice, est-ce que tu peux, pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, nous dire qui tu es et ce que tu fais? Ouais, bien sûr. Alors déjà, merci de me recevoir sur ce podcast. Patrice, j'ai 34 ans, j'ai 10 ans d'expérience en marketing B2B. J'ai fait la moitié en grand groupe chez Sony et Samsung et l'autre moitié chez Partout. Et depuis maintenant quelques mois, j'ai lancé mon activité de Startup Advisor pour aider au déploiement de stratégies marketing de startup. Pour un peu mieux expliquer donc Partout le contexte, j'étais arrivé en juin 2018 en tant que CMO pour créer le marketing. Partout à ce moment-là, c'est une startup d'une vingtaine de personnes qui fait 2 millions d'ARR et qui propose donc un SaaS pour améliorer la visibilité en ligne des points de vente. Et en fait, en 4 ans que je passe là-bas, la boîte en fait est à ce moment-là en pleine explosion. Donc on passe de 20 à 400 salariés, on passe d'un scope Europe du Sud à un scope complètement international. Moi qui suis tout seul sans budget, j'ai enfin une équipe et plus de budget. Donc c'était 4 ans assez dynamiques. Ouais, j'imagine effectivement la montée en puissance, en très peu de temps, parce que 4 ans, ça passe vraiment comme un claquement de doigts. C'est ça. Ça a dû être une espèce de choc.
Comment ça s'est passé quand tu as débarqué? Quand tu es arrivé, il se passe quoi quand on arrive dans une équipe d'une vingtaine de personnes, qui a pas de budget en marketing? Ça se passe que je rigole parce qu'avec cette question, je repense à mon premier jour où Thibaut, qui est le CEO, m'a dit bah, tiens, voilà ton bureau, vas-y, tu peux faire du marketing. L'horreur. Maintenant, fais du marketing, mon ami. Non, blague à part, c'est pas facile parce que la boîte avait déjà 4 ans d'existence, elle fonctionnait quand même très bien, très rentable, autofinancée, des très beaux clients. Et en gros, il faut faire son trou. Il faut faire son trou parce que ils ont, ils ont réussi à se débrouiller sur marketing. Tout le monde ne sait pas exactement ce que le marketing peut t'apporter. Et malheureusement, je suis un peu arrivé avec enfin, une mauvaise étiquette, entre guillemets, de CMO. À ce moment-là, j'étais le plus vieux, donc j'avais 30 ans, donc le plus expérimenté. Puis il arrive de chez Samsung, ah, c'est une rockstar, il va être incroyable. Alors qu'en fait, bah, enfin moi, le digital, j'y connaissais rien. Le marketing sans budget, j'y connaissais rien. J'arrivais de grands groupes où j'étais aidé par plein d'agences, plein d'experts. Et d'ailleurs, je me permets une petite anecdote qui me fait toujours rire aujourd'hui, c'est que le tout premier jour, il y a un collaborateur qui vient me voir et qui me dit: Ah, Patrice, j'aimerais bien lancer des Facebook Ads. Est-ce que tu peux m'aider? Et en fait, j'ai eu la grosse goutte de sueur parce que je ne savais pas du tout comment lancer des Facebook Ads. Je lui ai dit en étant, en étant honnête, et je pense que le gars est parti se réinstaller à sa chaise en disant: On a Il sert à repris un rien. CMO qui ne sait pas lancer des Facebook Ads. Donc voilà en gros mes premiers jours. Mais c'est très vrai ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a une espèce de fossé entre ce qu'est être un marketeur dans un grand groupe. Moi, je l'ai été aussi et c'est pas du tout la même chose que se retrouver seul à la barre. Et souvent, j'ai des gens, tu vois, dans ma formation qui viennent et qui me disent: «Bah, écoute, moi, Estelle, je suis spécialiste du marketing depuis des années, j'en fais». Mais c'est pas du tout la même chose de bosser dans un grand groupe et de faire son propre marketing à soi ou le marketing pour, soi-même, en fait, avec ses mains, et mettre le nez dans le guidon. Parce que le job d'un marketeur, c'est d'être chef d'orchestre. C'est pas le marketeur, c'est pas le C'est directeur marketing qui fait les choses. C'est un c'est chef d'orchestre. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc je me pensais très très bon quand j'étais chez Samsung et je me suis trouvé très très nul quand je suis arrivé chez Partout. Non, pas nul du tout parce qu'on va le voir juste après. Tu as mis en place plein de trucs super, super malins pour justement réussir à créer ce marketing et du marketing quand bien même on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas d'équipe et qu'on doit faire les choses soi-même. C'est Du ça. coup, ton premier challenge, c'était quand même de faire ton trou et de prouver à tout le monde que le marketing, ça servait à un truc et que tu étais Ouais. pas totalement un blaireau qui savait pas mettre des Facebook ads. C'est exactement ça. Et pour ça, j'ai eu la chance de pouvoir, on va dire, compter sur alors j'allais dire sur des pairs, enfin sur des pairs, pas des papas, hein, mais des homologues. Pas Et, IRS. et donc, ouais, et ça c'est essentiel parce que ça m'a permis d'aller parler à d'autres responsables marketing de startups, soit de toutes petites startups ou alors vraiment de plus grandes entreprises, de me dire, enfin déjà de me rassurer en me disant, il n'y a pas de marketing avant toi, donc tout ce que tu vas mettre en place, forcément, ce sera bien. Déjà, ça rassure. Et de deux, ils m'ont un peu tous dit la même chose. Ils m'ont dit les 3 premiers mois, il faut se concentrer sur des actions rapides à mettre en place et qui apportent vraiment de l'impact. Et ça, bah, je les ai écoutés. Et le troisième conseil qu'ils m'ont donné, c'était aussi d'être feignant. Et ça, ce conseil, j'utilise encore tous les jours, c'est de dire, tu penses à une action, par exemple un webinar, et à partir de cette action, tu essaies de l'essorer, la décliner, la recycler le plus possible pour que ça te tienne dans le temps et que tu aies le moins d'efforts à faire. Par exemple, un webinar, bah, tu as un script, tu transformes en livre blanc. Ce livre blanc, tu le transformes en 2 e-books. Ces e-books, tu transformes en 4 articles. Ça te fait des posts pour les réseaux sociaux. Et en fait, tout ça, bah, tu l'étales et ça te fait durer des semaines, voire des mois. Donc grâce à ça, enfin, grâce à eux, enfin, c'est vraiment grâce à eux, ils ont fait pour moi mon plan marketing des premiers mois, limite de la première année. Et ça m'a sauvé la vie. Ah non, mais c'est sûr que le recyclage de contenu, enfin, tu vois, je suis podcasteuse, la création de contenu, c'est un truc qui est ultra intéressant, notamment pour ça. C'est que tu fais un gros taf au départ. Par exemple, tu parlais d'un webinaire, on va en reparler juste après. Mais tu fais un gros boulot à construire ça ou à construire un podcast ou autre. Ça, c'est une mine d'or, effectivement, pour créer du contenu annexe et alimenter tes réseaux sociaux, alimenter ton blog, C'est alimenter ça. plein de choses. Et le pire, et moi je le fais très très mal d'ailleurs, hein, en le disant, je sais que je le fais pas suffisamment,
Le pire, c'est de créer ce contenu et de pas l'utiliser parce que C'est ça ça. prend déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de temps et cetera. C'est une vraie expertise de créer ce contenu. Il faut l'utiliser au maximum pour pouvoir, optimiser, ce temps passé au final. Ah bah, c'est ça et moi j'ai une phrase que je répète tout le temps, c'est: «En marketing, il faut faire peu, mais le faire bien». C'est parce que si on commence à faire 10 contenus par semaine et qu'on n'arrive pas à les communiquer, ça sert à rien. Autant faire un par mois pour commencer ou un tous les 2 mois et pouvoir bien le mettre en avant, bien l'envoyer par email et bien en parler. Génial, j'adore ce conseil. Dis-moi, tu as parlé d'un truc, que j'ai trouvé super intéressant. Tu es allé voir tes pairs. Oui, Comment tu as fait? Enfin, c'est bête comme question, mais comment on alors non. fait pour trouver, des pairs, des gens qui peuvent te filer des conseils comme ça et qui t'écoutent et qui t'aident? Alors c'est pas bête du tout parce que, parce que l'idée n'est pas venue de moi, elle est venue du directeur commercial de Partout qui m'a dit, heu: «Je connais quelqu'un qui monte un groupe», à l'époque c'était un meet-up de responsables marketing. Est-ce que ça te dit d'en faire partie? Donc j'ai eu cette chance-là. Si on n'a pas cette chance-là, il y a 2 manières de voir les choses. La première, c'est que on peut trouver, par exemple, sur LinkedIn ou sur Facebook, assez facilement des groupes de marketing, de gros hackers. On peut rentrer dedans, c'est assez, enfin, je crois que tu y rentres, enfin, soit d'un coup, soit il y a peut-être une petite modération, mais c'est assez facile d'y rentrer. Ou sinon, ce qu'il faut faire, c'est d'aller contacter sur LinkedIn d'autres responsables marketing pour demander des conseils. Et lors de cette discussion, demander s'il n'existe pas d'autres groupes, des groupes Slack, des meet-up, des rencontres, pour s'assurer d'avoir ça. Et si la personne ne connaît pas, une chose, pareil, qui m'a été conseillé de faire et qui est géniale, c'est de jamais raccrocher sans avoir demandé un nouveau contact, Recommandations? voilà, une autre recommandation. C'est: donne-moi un autre contact, un autre numéro de téléphone pour que je puisse à chaque fois enchaîner. Et en fait, comme ça, tu te fais ton propre groupe. Ouais et ça, moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai découvert, moi, il y a quelques années, que je trouve, assez phénoménal, c'est que en fait, les gens sont sympas. Les gens sont en général, C'est ça. hein, c'est vrai, ils sont sympas et si tu les contactes et que tu leur demandes un petit peu leur temps, attention, tu leur demandes pas, 15 heures de leur temps, tu leur demandes 20 minutes de pouvoir discuter pour t'aider, te conseiller et cetera. En général, les gens sont plutôt d'accord. C'est assez surprenant le nombre de personnes qui vont te dire oui quand tu leur demandes un peu de leur temps. Ouais, alors ça, tu as raison. Pour moi, c'était un peu la plus grosse différence en passant de grands groupes à start-up. Alors non pas qu'en grand groupe, les gens ne soient pas sympas, mais c'est juste qu'en grand groupe, j'avais jamais vu ce côté un peu communautaire et d'aide qui, en revanche, est extrêmement présent en start-up. Il y a vraiment une solidarité, une bienveillance qui est vraiment, vraiment chouette. Ouais, 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 donc n'hésitez pas. Moi, je vois, beaucoup de gens je le dis souvent, moi, dans mes formations de alors pas forcément pour ça, mais c'est une très bonne idée, je trouve, mais pour comprendre, ses futurs clients et cetera, d'appeler les gens et de leur poser les questions. C'est ça. Hésitez pas à le faire. Je sais qu'on a parfois un peu peur, on est un peu timide. Moi, je suis ultra introvertie, j'aime pas aller embêter les gens et cetera, mais en fait, on les embête pas. Faut aussi comprendre que dans nos sociétés, on nous demande rarement de parler de nous-mêmes, on nous demande rarement vraiment notre avis et qu'en fait, les gens, ils aiment bien ça. Ça leur C'est fait ça. plaisir aussi, Ah bah donc ouais, bien sûr, faut ouais. y aller. Cool! Écoute, trop bien. Donc tu as commencé par faire ça, tu es allé voir tes pairs et je trouve que c'est Ouais. une super idée. Qu'est-ce que tu as fait? Donc tu nous disais, tu as créé du contenu, tu es allé construire du contenu. Quel type de contenu tu as créé? Ouais, alors dans les conseils qui étaient donnés, c'était d'écrire du contenu, notamment avoir un cas client, c'était de pouvoir, aussi j'avais un salon qui arrivait, donc pouvoir aussi bien faire ce salon et commencer à lancer des campagnes emailing. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans l'ordre? La première chose, c'est que tout à fait, j'ai écrit des contenus. On avait, un blog quasiment vide, donc j'ai créé un nouveau blog et pour la première fois de ma vie, j'ai écrit des articles et ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir les 2 sales de la boîte pour leur dire: «OK, dites-moi quelles sont les trois quatre principales problématiques de vos prospects». Une fois que c'était listé, je leur dis: «OK, maintenant racontez-moi tout votre savoir sur ces problématiques. Les contextes, arguments, contre-argumentation, contradictions, trahis, tralalère». J'ai tout noté et en fait, ça m'a écrit, enfin à 80%, j'ai mon squelette d'articles et en une journée, j'ai écrit ces 3-4 articles. Donc ça me permettait d'avoir un peu les gros pain points de mes prospects. Ensuite, j'ai contacté notre meilleure cliente pour faire un cas client. Donc ça, c'est super. J'ai pu faire ma vidéo. Je suis allé sur Malte, une super plateforme de freelance, pour chercher quelqu'un qui venait de se lancer, qui était donc pas très cher pour faire ma première vidéo. Ça m'a coûté à l'époque 900 euros pour avoir deux formats vidéo, plus la musique, plus les sous-titres, plus l'intégration de toutes les cartouches, etc. Enfin, j'ai trouvé que c'était pas mal et le résultat était top. Donc ça, c'était bien. Donc là, j'ai mes contenus que je mets sur mon blog.
Et avec ces contenus-là, maintenant, l'idée, comme tu disais tout à l'heure, c'est de faire savoir qu'on a des contenus et les communiquer. Et donc, préparer ces campagnes d'emailing. Et là, la chose qui était très drôle, c'est que il y a quand même une chose importante pour toutes les entreprises, c'est que ton CRM, ta base de données, c'est ta caisse de résonance. Si tu n'as que 200 contacts, tu as beau essayer de faire ton meilleur webinar, ta meilleure séquence d'emails de prospection, bah, si tu n'envoies qu'à 200 personnes versus 5000 ou 10 000, ça n'a rien à voir. Donc déjà, essayez d'avoir le maximum de contacts dans votre base de données. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais voir donc les sales pour dire, super, je vais préparer des campagnes donc de ce qu'on appelle de nurturing, des campagnes donc d'email pour pouvoir pousser du contenu à forte valeur auprès de mes prospects et en fait de les éduquer sur nos sujets. Je voulais qu'ils me filent leurs 5000 contacts. Ils m'ont rigolé au nez. Ils m'ont dit non. Tu rêves? Tu rêves, jamais de la vie on te donne ça. En revanche, ils m'ont dit, on a ces 400 contacts. Ça fait 6 mois qu'ils ne nous répondent pas. Bah tiens, vas-y, amuse-toi avec ces 400 contacts. Alors finalement, c'est pas plus mal. Moi, ça m'a permis un peu de me dire, si je fais de la merde, au pire, c'est sur 400 contacts qui répondent pas. Et si ça marche bien, je suis un peu le héros. Et heureusement, cette campagne d'email a très bien fonctionné. Donc c'était 4 emails que j'envoyais en mode entonnoir. Donc je commençais par une très grosse problématique. Puis je rentrais de plus en plus dans des choses précises. Et à chaque fois, sans demander un rendez-vous. C'était juste du contenu très doux que je poussais. Et j'avais associé un petit système de scoring très artisanal sur un Google Sheet pour dire, dès qu'un contact ouvre un email, il a un point. S'il clique sur le lien de mon article, je lui donne 3 points. Et si j'ai une réponse du type merci, c'est intéressant ou merci pour votre email, je lui donne encore quelques points de plus, 5 points. Et dès qu'une personne arrive à 15 points, je vais notifier les sales pour dire cette personne-là, elle a l'air d'être assez intéressée par ce qu'on envoie, essayer de prendre des rendez-vous. Et donc, sur ces 400 contacts pourris, on a eu, je crois, une cinquantaine de contacts très actifs et 5 rendez-vous qui ont été pris. Waouh, la star! Et là, ils se sont dit, merde, en fait, avec 400 contacts pourris, là, il va nous obtenir 5 rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe si on lui file demain des bons contacts? Et c'est là où le nurturing a pris vraiment une grosse envolée chez Partout. Ouais. Alors attends, ça m'intéresse vachement ce que tu dis parce que d'abord ça me fait plaisir parce que moi je suis une grosse aficionados de la base email. Donc quand tu disais il faut avoir une bonne base de données, il faut faire très attention à ça. Je suis complètement avec toi là-dessus parce que ça va nous permettre d'être vraiment ultra proche de nos clients et de leur apporter de la valeur. Et c'est cela dont tu parles en fait, c'est de l'inbound marketing, c'est-à-dire tu viens créer de la valeur, apporter de la valeur à tes prospects sans leur demander quoi que ce soit. Tu leur vendais rien, c'est ce que tu disais. Exactement. Et du coup, ils se sentent pas piégés, ils sont au contraire dans une autre, c'est une autre dimension, c'est-à-dire que au lieu d'avoir une marque qui vient les voir en disant « monsieur le client, viens donc m'acheter des trucs et dépenser ton argent », toi tu disais « salut monsieur le pas client, voilà, regarde ce que je peux t'apporter parce que moi, c'est des trucs qui t'intéressent. Et je vais t'aider à solutionner ton produit. » Et là, d'un coup, tu positionnes ta marque non pas en face de la personne, mais à côté de la personne en lui disant je suis de ton côté, je suis ton pote et moi je vais t'aider et je te demande rien en fait là pour l'instant. Donc c'est exactement ça. Moi alors je suis complètement vendue à l'inbound marketing. J'adore ça. Pour tout te dire, je suis en train d'écrire un livre sur l'inbound marketing. Je suis à fond là-dessus. Mais j'adore. C'est une vraie philosophie de marketing que je trouve ultra intéressante parce qu'elle change complètement radicalement le paradigme du marketing. Tu vois, quand souvent les gens... en plus, moi, tu vois, j'ai commencé ma carrière dans la cigarette. Alors, autant dire que j'étais un peu le mal incarné. Ce qui s'entend complètement. Mais c'est vrai que le marketing a cette vision un petit peu... soit du mec qui sert à rien, parce que tu disais, là, quand t'es arrivé, le blabla marketing, et le mec qui va essayer de nous manipuler le cerveau et qui est une mauvaise personne, qui va essayer de nous vendre au forceps des trucs. Alors qu'en fait, le marketing, tu peux le voir de plein de façons différentes et tu peux le voir aussi d'une façon très positive. Tu as utilisé le mot doux. Moi, j'aime beaucoup cette histoire de marketing doux, de se dire, tu peux apporter des choses aux gens et répondre réellement à leurs besoins, être vraiment au service des personnes. Et c'est je trouve, une nouvelle façon de voir le marketing qui est en train de beaucoup se développer avec les créateurs de contenu. Moi, ça me fait très plaisir. Ouais. Donc, j'aime bien que tu me parles de ça. C'est ça, de toute façon... Moi, je sais pas faire du marketing entre guillemets superficiel. Pour moi, tout ce que je devais mettre en place fait que ce soit concret, fait que ce soit actionnable, fait que ce soit clair. Et moi, j'ai toujours voulu que tout ce que j'allais mettre en place soit vraiment utilisé par les gens qui reçoivent cette documentation, ces emails, etc. Et moi, quelque chose qui me chagrine pas mal quand je parle avec d'autres boîtes, c'est que
parfois le département marketing va chercher à faire des choses qui leur font plaisir à eux et qui vont pas se dire est-ce que ce que je fais là, vraiment, ça va être utilisé? Et ça, c'est malheureux, mais ça arrive assez souvent en fait. Mmh. Ouais. Est-ce que ça va être utilisé? Est-ce que ça apporte quelque chose à mon client? Bah, c'est ça. Souvent, on se fait plaisir effectivement aux équipes marketing, on fait plaisir aux responsables marketing, on fait plaisir au directeur commercial peut-être C'est aussi, ça. Ouais, sans toujours penser nécessairement, au client. In fine, c'est quand même lui qui est important, c'est donc ça. autant l'avoir en tête, c'est pas mal. Je reviens sur ton histoire de nurturing. Tu Ouais. envoyais quoi? 3-4 mails, c'est ça? Ouais, la toute première séquence, c'était 4 emails. 4 emails, c'était quoi ces emails? En très gros, hein, sans rentrer dans les détails, mais tu racontais quoi dans ces emails? Tu apportais quoi? Alors, 3 de ces 4 emails reprenaient les 3 grosses problématiques données par les sales. Donc en gros, c'est email 1: «Bonjour ta ta ta», et là, j'exposais la problématique rencontrée par ce secteur-là, en disant: «Bah, voilà, j'ai écrit un article qui devrait pouvoir vous aider». Donc 3 emails qui répondent à ces 3 problématiques et le 4e email, c'était un cas client pour dire: «Bah, voilà, on s'est parlé pendant, quelques semaines, bah, là, je vais laisser la parole à, machin ou machine qui raconte comment ils ont mis ça en place, ce que ça leur a apporté», et je finissais par un cas client. Génial. Et donc après, une fois que les gens avaient suffisamment lu, cliqué et cetera, tu as envoyé ton commercial Mon qui rapport, c'est recontactait ça. la personne Ouais, et voilà. qu'elle allait chercher. Donc ça, c'était tes 400, tu disais, premiers contacts tout pourris. Ouais, c'est ça. Ils t'ont donné les contacts plus sympas, plus chauds après ou pas? Ouais, ouais, ils sont allés progressivement, mais 6 mois plus tard, ils m'ont tout filé. Ils t'ont tout filé et du coup, bah, si ça a super bien marché sur 400 pourris, ça a bien marché, ça comment, Ouais. c'est pas de me donner les chiffres, mais ça a performé du coup Ouais, sur les clients chauds? ouais, ouais, ouais. En gros, déjà juste pour un peu mentionner, chez Partout, donc c'était une cible grand compte. Donc c'était un cycle de vente qui durait plusieurs mois, qui était assez long et à chaque fois avec plusieurs interlocuteurs et interlocutrices. Donc humainement, c'est impossible pour quelqu'un en sales de rester en contact avec toute cette personne-là. Donc moi, ma croyance, c'est de dire, bah, les sales gardent contact avec leurs principaux interlocuteurs et font vraiment de la communication très chirurgicale sur chacune de ces personnes. Moi, mon rôle côté marketing, c'est d'être plus massif, tout en restant très pertinent, bien sûr. Il ne faut pas être générique, mais il faut être pertinent. Et je viens inonder l'intégralité de la base. C'est-à-dire que je prenais tous les comptes, qu'on était en contact avec eux, qu'on soit en égo, qu'on soit en phase de closing, je prenais tout le monde, tous les interlocuteurs, et ils recevaient ça. Et en termes de score, pour te dire, le nurturing, c'était l'action marketing qui apportait le plus de rendez-vous pour les sales. Parmi tout ce qu'on faisait, c'était à 50%, c'était le nurturing, à 35%, c'était les webinars, je crois qu'à 20%, c'était le site web, et ensuite, ça tombait sur, je crois, les salons, les events physiques, et à la fin, je crois, quelques pourcents, c'était du paid. C'est bien. Je promets, je ne t'ai pas payé, mais je n'arrête pas de dire et de répéter à tout le monde: «Faites de l'email, construisez votre base email, c'est le média qui convertit le mieux». Il y a des études, hein, qui ont été faites là-dessus, je ne le sors pas de mon chapeau. C'est vraiment le média qui a le plus gros ROI, finalement, parce que c'est un média vachement proche, en fait. Tu es dans la boîte email des gens, tu es vraiment en direct avec la personne. Tu peux personnaliser évidemment ton email, tu racontes ce que tu veux, quand tu veux et c'est gratos pour toi. Donc il y a vraiment Ouais, aucune c'est raison ça. de pas y aller, donc vraiment super intéressant. Pardon, je creuse parce que ça m'intéresse vachement ton histoire de nurturing. Surtout que tu faisais un nurturing à la main et en fait, souvent on se dit: «Ah mais non, j'ai pas le bon logiciel qui me fait des super Ah scorings ouais. de fou». Bah, c'est pas grave, si tu l'as pas, tu le fais à la main, c'est déjà vachement bien et si tu le fais pas sur tout le monde, c'est pas grave, tu le fais déjà sur tes plus gros clients, tes meilleurs clients, ceux qui sont les plus prêts à convertir. Quand tu disais, tu avais, un gros compte et tu allais, inonder un petit peu tous les contacts que vous aviez sur ce compte-là et tu allais scorer. Tu disais à ton sales d'appeler, son contact quand son contact à lui avait un score élevé ou quand tu faisais une moyenne des scores des différents contacts du compte? Comment tu faisais? Alors, je faisais pas mal de choses. La toute première, pour rebondir sur le début de ta phrase qui est vachement intéressant, il y a plein de gens qui n'osent pas commencer des actions parce qu'ils ne pensent ne pas avoir les bons outils. Donc ça, on oublie. Moi, pendant 2 ans, j'ai bossé avec un plugin qui s'appelle YAM, Yet Another Mail Merge, qui coûte $50 l'année, qui permet d'envoyer 1500 emails par jour. Ça m'a servi pendant 2 ans avant de migrer sur HubSpot. Donc déjà, on est tranquille. On peut utiliser un truc artisanal pendant un petit moment. Ça, c'est pour le premier point. Le deuxième, comment je fonctionnais avec les sales. Au tout début, quand c'était artisanal, je faisais un extract du CRM, c'était Pipedrive, pour récupérer tous les contacts. J'envoyais ces emails via le plugin que j'ai mentionné tout à l'heure. Et avec ce plugin, j'avais les informations sur
quels étaient les contacts qui avaient ouvert, cliqué, répondu. Donc je faisais deux choses. La première, c'est que je les informais lorsqu'ils atteignaient un score minimum pour dire voilà, Adrien, appelle cette personne parce que pour moi, elle est intéressée, tu devrais réussir à avoir un rendez-vous. Point un. Mais en flux tendu malgré tout, je leur partageais ce document pour leur dire bah, regardez, bah voilà, le dernier email que j'ai envoyé, allez checker un peu vos contacts, qui a ouvert, qui n'a pas ouvert, qui a cliqué, parce que pour eux, c'est vachement pertinent, parce que quand tu as besoin de faire une relance, ils allaient sur ce fichier, ils disent, bah tiens, génial, je sais que mon interlocuteur a cliqué sur cet email, bah parfait, je l'appelle et ça ferait un bon sujet de discussion avant de tout de suite dire, et vous en êtes où du projet, de partout, voilà, donc ça faisait une bonne phrase d'accroche. Je suis complètement d'accord. Moi, je trouve que c'est un super icebreaker l'email. Tu vois, tu connais sûrement, Guillaume Moubèche de Lemlist. Je sais pas si Oui, tu vois qui c'est? ouais, Guillaume, est venu sur le podcast du marketing il y a un petit moment et il m'expliquait ça et je trouvais ça génial. Moi, je suis pas une commerciale, comme plein de gens d'ailleurs. ouais. Je trouve ça très, très difficile de décrocher son téléphone et de dire, «Bonjour cher client, de quoi avez-vous besoin en ce moment? Vous voulez pas m'acheter un truc?» C'est extrêmement compliqué. Et ce que Guillaume m'expliquait et ce qu'il fait notamment ou ce qu'il faisait avec Lemlist, c'est un peu ça, c'est de créer des icebreakers et les emails, ça peut être des super opportunités de discussion. Tu sais qu'il a ouvert l'email, tu sais qu'il a cliqué, donc il a lu. Bah, tu lui dis: «Au fait, ouais, j'ai vu que tu avais cliqué sur tel truc, ça t'intéressait, qu'est-ce que tu en penses?» et blabla. Et d'un coup, tu es plus le commercial VRP, qui vient nous casser les pieds et nous arrêter dans notre réflexion du moment. Tu es quelqu'un avec qui, tu discutes de quelque chose qui t'intéresse et que tu as fait. Donc c'est C'est vraiment ça, super, c'est ça super intéressant exactement. de le prendre comme ça. Trop, trop bien. Donc tu as travaillé ce nurturing, tu t'es fait une place, avec les sales qui se sont dit: «Bon, le marketing finalement, c'est peut-être pas si naze que ça, on va on va un petit peu lui filer des contacts au monsieur». OK, super. Et là, tu me disais, au bout d'un moment, tu es passé, j'allais dire à la vitesse supérieure, mais tu vas me dire si c'est le cas. Tu es passé, en tout cas, à une autre façon de travailler. Tu as travaillé des webinaires. Est-ce que tu peux me raconter un peu pourquoi tu es allé là-dessus et puis comment tu Ouais. as comment tu as fait? Ouais, alors les webinars, ça c'est fabuleux. Je le recommande franchement à tout le monde. Toutes les boîtes avec lesquelles je parle, j'en connais enfin, j'ai l'impression que ça marche pour quasiment tous les secteurs d'activité, vraiment une très très grande partie. Pourquoi je me suis lancé là-dedans? Parce qu'on m'a forcé à faire un un webinar. Moi, J'adore! moi, j'y croyais pas. J'y croyais pas parce que je continue à écouter des webinars et je continue à penser que beaucoup de webinars sont durs à écouter. Les gens pensent que parce que tu leur donnes une heure, bah, c'est l'occasion parfaite pour faire une présentation commerciale. Quand je dis une présentation commerciale, je suis pas négatif, mais en fait, à faire quelque chose de très auto-centré et pas du tout penser à ton public. Et en fait, c'est chiant. Donc moi, les webinars, j'y croyais pas. Donc mon fondateur insiste. Je finis par craquer en disant, bah, ok, on va en faire un et tu vas voir, ça va pas marcher. Et en fait, ça marche. Le premier webinaire marche, on a de l'attraction, on a de l'intérêt, on a un bon moment de questions-réponses, on chope des rendez-vous. Et là, derrière, on s'est lancé à fond dans les webinars. Et pour donner des stats sur les webinars, c'était l'action marketing qui générait le plus de nouveaux leads pour les sales. C'était la deuxième action qui générait le plus de rendez-vous. Et c'était la première action marketing qui accélérait le plus les signatures. Quand je dis accélérer, c'est que parfois, et ça c'était uniquement grâce à des retours des sales, c'est eux qui me contactaient pour me dire, tiens Patrice, grâce au webinar que l'équipe a fait, j'ai enfin réussi à signer machin ou machine qui m'a dit qu'en gros le webinar ça a été le dernier élément qui l'avait convaincu. Donc le webinar en fait il touche à tout et c'est fabuleux. Voilà, je suis fan. Je suis fan aussi, moi tu vois, je te disais, je vends de la formation, je vends ma formation. Oui, si, je la vends, via un webinar. C'est-à-dire, je fais régulièrement des masterclass, dans laquelle tu vas me dire tout de suite, toi, ce que tu disais dans ton webinar, mais dans laquelle pendant 1 heure et demie, je donne du contenu à fond. Je fais vraiment une formation gratos, je file, je montre en fait, c'est l'occasion de montrer qui tu es, comment tu fais, comment tu bosses, ce que ça va être comme expérience que de travailler avec toi finalement. La preuve par l'image, quoi. Tu montres un peu ce que tu sais faire, et à la fin, tu leur présentes la proposition que tu as et comment tu peux faire pour bosser avec eux, plus en détail ou aller plus loin, sur des points. Moi, tout mon business quasiment est fondé, je sais pas, 80 de mon business est fondé là-dessus. Donc je suis complètement d'accord avec toi sur, l'intérêt du webinaire et notamment quand tu dis, c'est souvent, hem
Un élément qui permet de faire basculer, la chose et je pense que ça marche très, très bien, notamment avec les sales de combiner et dans les 2 sens d'ailleurs, de combiner le côté webinar avec le côté je discute avec une personne. Soit je commence par discuter avec une personne et je vais sur le webinaire après, soit l'inverse. Moi, ça marche très bien dans le sens inverse aussi. J'ai souvent les gens au téléphone après, une masterclass et on discute de leurs problématiques et ils viennent en fait se rassurer ou non et voir si ça fonctionne pour eux. Mais c'est extrêmement important, en tout cas intéressant, je pense, d'avoir les 2 parce que, heu, le webinar, tu as une certaine distance qui te permet de prendre du recul, de réfléchir, tu as pas l'impression d'être, pris en étau par un bon commercial qui sait C'est ça. bien, faire les choses. Là où normalement un webinar, c'est un peu construit quand même, hein, ça voilà, on déroule pas nos slides au hasard, mais il n'empêche que tu as ce recul-là où tu te dis: «Je peux en sortir quand je veux, je suis encore libre» et en même temps d'avoir après aussi quelqu'un avec qui tu vas pouvoir discuter, ça va te permettre d'ultra personnaliser la chose et puis de répondre peut-être à tes questions, tes doutes, et cetera. C'est exactement ça. Bah, d'ailleurs, nous, sur l'heure de webinar, on prenait que 20 minutes pour la présentation de la thématique. Et ensuite, les 40 minutes restantes, c'était pour la partie questions-réponses. C'était de dire, on est là pour vous, posez-nous toutes vos questions et on va répondre à tout le monde et dénouer finalement des situations. Et ça, c'était aussi très apprécié. Et alors qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais toujours le même webinar et puis je sais pas, tous les, X temps ou tu changeais, c'était tous les combien d'ailleurs que tu faisais un webinar? Tu avais une périodicité? Alors ça a beaucoup, ça a beaucoup varié. Au départ, c'était un webinar par trimestre et c'était longtemps le même, le même webinar. Ensuite, on a commencé à avoir différentes thématiques. On a eu jusqu'à 4 thématiques qu'on a bien essorées. On a eu une période où on en faisait beaucoup. On en faisait un par mois, mais pas en direct. C'est-à-dire qu'on était aussi très sollicité par des partenaires. Et en fait, il y a une période où j'ai accepté toutes les propositions et donc on en faisait quasiment un par mois. Ça durait peut-être 6 mois. Et ensuite, on s'est rétabli de nouveau sur un par trimestre. Ouais, je pense que c'est bien effectivement parce qu'on se rend pas compte, hein, mais c'est long de monter un webinaire et de monter un bon webinaire, de trouver la bonne thématique, d'apporter de la vraie valeur et cetera, hein. Donc c'est du boulot aussi bien sûr, de le construire et c'est vrai que quand on a trouvé un bien, tu as envie en tout cas de pouvoir le proposer à un maximum de personnes et avant Bah, de c'est commencer à en bah, faire un c'est autre. ça. Et encore une fois, c'est toujours l'idée de faire peu mais faire bien. C'est-à-dire que le premier webinar qu'on a fait, on a passé vraiment beaucoup de temps à faire une très belle presse. Donc, il y a un designer qui en a fait une très belle presse. En interne, c'était enfin, il y avait le CEO, moi-même et une troisième personne pour très bien bosser le discours. D'ailleurs, c'est la personne côté produit qui a très très bien rédigé le script. On a fait des répétitions ensemble, puis face aux équipes pour qu'ils nous disent, OK, là, vous n'êtes pas clair, là, ça va trop vite, là, c'est pas sélectionnable, là, il manque d'exemples clients, des tonnes de screenshots et justement de cas clients qu'on déversait. Donc, on a vraiment pris du temps pour faire ces 4 grosses thématiques. Mais une fois que c'est très bien fait, c'est là où tu peux vraiment les réutiliser. Donc, je suis plus fan de ça qu'essaie de faire 12 thématiques différentes, mais qui en fait soit survolent ou soit sont pas assez bien travaillées ou pas assez orientées justement pour les clients. Ouais, écoute, je suis complètement d'accord et effectivement, c'est ce qu'on disait en fait, au début, hein, c'est qu'une fois que tu as un gros contenu, un bon contenu que tu as bien bossé, tu peux le décliner de plein, plein, plein de façons. Ça peut même t'aider, le webinaire, ça va même plus loin que de convertir un client, c'est aussi de l'acquisition, c'est-à-dire que tu as plein Ah de bah, c'est de ça. de leads potentiels qui peuvent arriver via le webinaire. Ça peut te permettre, tu le disais, de créer un livre blanc, un lead magnet et d'avoir encore de nouveaux leads. Donc il faut vraiment pas hésiter à essorer tout ça. De toute façon, c'est ce que C'est tu ça. disais, à ce que ton boulot serve, un maximum, à quelque chose. C'est ça, et c'est bon pour la partie client, hein, pour la partie cross-sell, upsell, c'est bon pour trouver des nouveaux partenaires. Sur des très gros webinaires, on faisait venir des journalistes et nous faisaient des articles presse, Trop et bien. tout ça pour la modique somme de 90 €. Donc c'est pas J'aime mal. beaucoup cette idée, j'y ai jamais pensé. J'aime beaucoup cette idée de faire venir des journalistes sur ton webinar pour avoir des articles. C'est une excellente idée. Ça marchait bien? C'est-à-dire tu les invitais en leur disant: «Voilà, j'ai un webinar sur tel sujet, Ouais, inscrivez-vous», et cetera? ouais, je l'ai fait peu de fois, mais je l'ai fait vraiment sur des webinaires à très forte valeur. Un qu'on avait fait notamment avec Waze et Leroy Merlin, où j'ai fait venir 2 journalistes. Et bah derrière, bah ouais, bah ça a fait 2 articles. Et pour eux, c'est génial parce que c'était Leroy Merlin qui racontait comment avec Partout, ils avaient mis en place leur stratégie. Puis avec Waze, quand ils avaient mis en place leur stratégie, tu as plein de chiffres, tu as plein d'exemples, c'est très concret. Et boum, derrière, tu as 2 articles qui tombent le lendemain.
Trop bien. Et oui, effectivement, le journaliste, lui, ce qu'il veut, c'est avoir des nouveaux sujets pertinents, bien C'est construits, et ça, cetera. Là, tu leur sers leur article sur un plateau, c'est c'est parfait exactement pour ça. eux. Très, très bonne idée, tu vois? Je j'avais pas pensé à ça, je trouve que c'est très malin. Super, écoute, j'ai envie de finir sur une parce qu'il y a plein de sujets, hein, honnêtement, j'ai une liste de trucs que tu m'as donné, Patrice. On pourrait le faire, 3 heures, mais on va pas le faire sur 3 heures. Mais j'ai envie de te poser, une dernière question qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on vient de dire. Là, ce que tu nous as expliqué, c'est comment faire du marketing, avec 0 budget. Une fois que, voilà, partout s'est étoffé, tu l'as dit, hein, en 4 ans, c'est devenu beaucoup plus gros. Tu as commencé à avoir du budget marketing. Qu'est-ce que ça donne, du coup, après? Tu as mis en place du paid, tu as fait de la pub dans tous les sens. Comment tu as fait? Alors, plus de budget, il faut garder en tête, pour moi, il y a une chose à faire attention quand on a du budget, voire des gros budgets, c'est de toujours penser à négocier les actions que tu mets en place, pas parce que tu as 500 000, 3 millions de budget que tu dis ok, je m'en fous, je vais 20 000 là, 20 000 là. Donc toujours penser à dire quelque part un peu un sou est un sou. Il faut quand même faire attention à ça. De deux, toujours penser au côté ROI. Alors tout n'est pas héroïsable bien sûr, mais quand même toujours penser à ça et pas se dire bah tiens je vais tester ci, je vais tester ça. Parce que pour moi trop d'argent ça limite la réflexion et la créativité. Donc toujours faire attention à ça. Ensuite qu'est-ce qu'on a fait quand on a eu plus d'argent? On a fait plus de salons et notamment des salons avec souvent sur des plus gros stands ou pouvoir prendre la parole. Et ça, c'est extrêmement cher. Ça prend du temps, surtout quand tu commences à t'internationaliser. Donc, on a des salons en France, en Espagne, en Amérique latine, en Inde. Donc, ça prend un gros budget. C'est aussi, euh, c'est aussi des budgets qu'on a mis pour, effectivement, pour du paid. Pour le coup, c'était très faible, très très faible. Le paid, j'en ai testé au bout de 3 ans et demi. Et on mettait que, combien on mettait? Je pense que par pays, on est allé entre 500 et 1000 euros grand max par Ah mois. ouais, Et ça, on l'a fait que quelques mois, donc on n'est pas allé très loin. On est resté avec une culture très non paid, si je peux dire ça comme ça. Donc le très gros du budget, 70% du budget, c'était ça. Après, tu avais pour des cas clients, pour un peu des outils, enfin tu avais les outils, hein, HubSpot, ça coûte cher. Donc les salons, c'était 70-75% des budgets. trop bien, parce que tu avais remarqué que toi, les salons, c'était un truc qui C'est ça, fonctionnait et qui exactement. convertissait. Voilà, exactement, c'est ça. Super, j'adore cette idée, un sou est un sou, mais en fait, c'est vrai et j'entends complètement ce que tu dis, notamment dans le milieu des startups. Alors moi, je suis pas du milieu des startups, mais je vois bien un peu le truc que ça fait. Tu lèves des fonds, d'un coup, tu as plein d'argent, bah, tu as envie de tester plein de trucs parce que c'est normal. Attends, d'un coup, c'est Ouais. la fête, tu peux essayer plein de trucs. Mais sauf que tester, c'est bien joli. Si derrière, tu claques tout ton fric et tu pas, finalement le ROI qui, tu vois, qui te permet de continuer, bon, bah, voilà, ça aurait été un feu de paille et c'est un peu dommage. Moi, j'aime bien le côté un peu terre à terre de se dire: «Attends, si je bosse, il faut que mon temps, soit bien utilisé et il faut que ça rapporte quelque chose et que ça tu vois, ça puisse nous mener, sur un plus long C'est terme». ça. Ça, c'est le gros avantage d'avoir été dans une boîte autofinancée, rentable, où tu peux pas faire n'importe quoi avec ton argent. Quand tu fais quelque chose, il faut le justifier, il faut expliquer pourquoi. Et c'est normal. Et en fait, c'est extrêmement bien parce que l'exemple des levées de fonds, tu as absolument raison. Tu as quand même pas mal de boîtes qui ont un peu de l'argent qui les brûle les doigts. Ah bah tiens, je passais par une agence pour faire mon site web, je passais par une agence pour ci, tiens, je vais faire ce salon, je vais tout de suite prendre le stand de 20 mètres carrés. Et t'es là, mais wow, mais pourquoi vous faites tout ça? Et surtout, ils négocient rien, donc ils paient plein pot à chaque fois. Donc ouais, il faut faire très très attention à tout ça. Super. Écoute, j'adore cette idée et effectivement, si on sait faire, sans budget, bah, il y a pas de raison après de C'est claquer. ça, Bien sûr, c'est utile aussi parfois de dépenser de l'argent parce que ça nous permet d'aller bien plus vite, sûr. de faire mieux et cetera, hein, c'est pas la question. Mais en tout cas, de faire attention à rester, j'allais dire bon père de famille, mais tu vois, en tout cas, de vraiment de s'assurer qu'on utilise bien, notre argent parce que encore une fois, le but, c'est de développer la boîte et c'est pas d'aller claquer dans tous les sens et surtout, tu t'es prouvé que tu peux faire sans argent et ça peut marcher très bien. On C'est se ça. souvient des 400 leads tout pourris qui fonctionnaient pas et qui, en fait, avec une campagne de nurturing, arrivent à convertir. Écoute, j'ai envie de finir là-dessus, Patrice. Merci beaucoup, beaucoup de tout ce que tu nous as. C'est une pépite cet épisode. Je pense, je vais le faire. Je vais pas le faire tout de suite parce que je vais pas avoir le temps avant la publication de cet épisode. On enregistre dans quelques jours. Je vais le publier. Mais je pense que je vais faire un résumé de cet épisode si tu es d'accord, Patrice, parce que Avec plaisir. il y a plein, plein d'infos que tu nous as données aujourd'hui et qui sont ultra applicables sur plein de business et notamment quand on est solopreneur et que c'est pas que quand on est solopreneur d'ailleurs, mais quand on est solopreneur, souvent on n'a pas beaucoup, beaucoup de budget et je trouve que c'est ultra intéressant de pouvoir aller mettre en place ces éléments
étape par étape et on avance et on arrive à passer de 25, employés à, combien il y avait d'employés? Tu m'as dit? J'ai oublié à la fin. 400. 400, mon Dieu. Bon, tout le monde ne va pas passer à 400 employés, j'imagine, mais en tout cas, j'adore, moi, cette idée de construire les choses, un petit peu, par soi-même. Super. Patrice, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut bosser avec toi, si on veut te poser des questions et venir t'embêter, comment est-ce qu'on peut faire? Bah, venez m'embêter sur LinkedIn, c'est le plus simple, Patrice Barbesier, et vous me trouverez facilement. Génial. Je mettrai le lien de ton compte C'est LinkedIn, gentil, merci Estelle. sur les notes de l'épisode. Merci infiniment, Patrice. Tu es le bienvenu quand tu veux sur le podcast du marketing. Ouais, trop bien, c'est super, merci beaucoup. Un grand merci, Patrice, pour tous tes conseils. C'était ultra intéressant, ultra activable. J'ai qu'une envie, c'est de me remettre à créer un nouveau webinaire et de faire une campagne de nurturing. J'adore toutes ces idées qui, eh bien, ne demandent pas nécessairement de budget, demandent certes de se relever un petit peu les manches, mais peuvent être mises en place par absolument toutes les entreprises. Donc, on y va et on se lance. Si vous avez aimé cet épisode, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, ce qui va m'aider le plus à faire connaître le podcast du marketing, à me soutenir, eh bien, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. S'il vous plaît, prenez une minute pour le faire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous l'avez déjà fait, un immense merci à vous. Et puis, pour tout savoir sur le podcast du marketing, les actualités, les bons plans, les événements, le meilleur endroit, c'est ma newsletter. Pour vous inscrire, il vous suffit d'aller sur lepodcastdumarketing.com/newsletter. Je vous dis à très vite.